mobilisés dans l'organisation. Et nous apprécions cette organisation. Cela nous a permis de vivre vraiment une très belle élection. Depuis ce matin, on a pu constater une atmosphère très calme comme a été aussi lors du premier tour. Les bureaux observés par nous ont ouvert à l'heure. Tout le matériel sensible était présent. On a constaté juste au début un peu de mouvement, donc ça veut dire des électeurs qui sont venus à voter. Actuellement, on attend de voir les prochains chiffres qui vont arriver à la mission dans quelques heures. Comme ça, on aura une idée plus claire sur la participation du corps militaire et paramilitaire, même pour le deuxième tour. Pour ce premier jour, il n'y a pas grande affluence. Dimanche, le décor sera certainement autre, ce qui permettra sans doute de dépasser le taux de participation de moins de 29% enregistré lors du premier tour. Ça fait maintenant plus de 90 jours que les cours sont suspendus dans les universités sénégalaises pour cause de grève des enseignants, et la situation est tout aussi grave dans les écoles de l'élémentaire et du moyen secondaire. Pour éviter une année blanche, les syndicats unitaires et démocratiques des enseignants du Sénégal Sud-Est lancent un appel à ses collègues du supérieur. Ils leur demandent de suspendre leur mot d'ordre de grève. Fatou Diouf a pris part à leur point de presse. Cette décision du Sud-Est est le fruit d'une série de rencontres entre les étudiants et l'architecte Pierre Goudiaby Atepa. Ce dernier a demandé une suspension de la grève pour 100 jours afin que le prochain président puisse en toute sérénité respecter les engagements régaliens du gouvernement. Sensible à cette requête, le Sud-Est s'engage à œuvrer pour la reprise des cours. On ne peut pas ne pas saluer cet effort. Il n'y a aucune revendication, il n'y a aucune opposition, il n'y a aucune confrontation qui ne se termine par une négociation. Donc contribuer à amener les gens à une négociation fait partie, sinon est la solution. Et nous nous engageons, disons encore, à être plus exigeants dans la défense de l'école et de l'université. Nous autres étudiants, nous nous engageons en tout cas, dès l'instant que ce mot d'ordre sera levé, de faire de notre mieux, d'échanger avec les professeurs, faire une communication efficace pendant ces 100 jours pour au moins trouver des solutions durables. 100 jours pour permettre aux étudiants de retrouver les amphithéâtres, mais également pour engager une communication efficace afin de trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent le système éducatif sénégalais. La véritable question qu'on doit se poser, c'est que voulons-nous faire du Sénégal de demain? Si oui, comme ils le disent tous, c'est un pays, on veut que ce soit un pays émergent, il faut en mettre les jalons immédiatement. Sinon, nous allons rater le coche. Et le jalon principal, le plus important, c'est vous les étudiants, c'est vous les enseignants. Déjà un semestre de perdu, mais il est possible de sauver le reste de l'année, rassure le Sud-Est, dérouler immédiatement le calendrier universitaire, procéder à l'ouverture des universités de Diamniadio et Kaolack et recruter 500 enseignants du supérieur pour les universités sénégalaises sont entre autres les propositions de sortie de crise. Et puis pour venir à bout de cette crise, un collectif de syndicats vient de voir le jour. Il regroupe l'UDES, l'EIF, l'EIS et le CELS. Ils s'accordent tous sur la nécessité de reprendre des cours le plus tôt possible. Ils demandent aussi une suspension du mot de grève jusqu'après le second tour de la présidentielle. Ils ont dit cela au cours d'un point de presse. Seynabou Djahani y était pour nous. Un appel de suspension des mots d'ordre de grève dans l'enseignement. C'est ce que lance le collectif qui regroupe le SIDELS, l'ODELS, l'OIS et le SEMS, entre autres syndicats. Il faut maintenant marquer le pas. C'est-à-dire, nous ne disons pas lever le mot d'ordre comme ça, mais d'abord suspendre le mot d'ordre pour qu'après les élections, le gouvernement qui sera mis en place trouvera sur sa table le dossier, n'est-ce pas, de l'éducation des enseignants et des autres travailleurs. Pour le collectif, le contexte électoral n'est pas favorable à la lutte syndicale, notamment dans le secteur de l'éducation, un secteur clé du développement. Dans tous les pays civilisés, dans toutes les grandes démocraties du monde, à la veille des élections, on suspend toutes les revendications
et on travaille dans le sens d'élire un nouveau président pour pouvoir discuter avec lui. En 1977, la Corée du Sud était un pays très pauvre, comme le Sénégal. Ils ont mis l'accent sur l'enseignement, l'éducation et la formation. Et aujourd'hui, la Corée du Sud, c'est la 10e puissance économique du monde. Et nous sommes dans cette dynamique. Les organisations syndicales s'engagent à mener le plaidoyer auprès de leurs collègues grévistes pour une reprise des cours dans les plus brefs délais. Et décidément, le retour à la normale dans les écoles et universités préoccupe beaucoup d'organisations. À l'image de la Coalition nationale éducation pour tous, pendant des mois, elle a rencontré les organisations et cadres syndicaux en grève pour les convaincre de retourner en cours. Les responsables de cette organisation ont livré leurs conclusions des démarches à la presse. Ramatadem. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous a toujours œuvré dans le sens de multiplier des initiatives, à savoir des forats, des contacts de proximité, des pré-assises pour une éducation de qualité performante au Sénégal. Nous avons posé le problème d'une concertation nationale de tous les acteurs, parce que nous pensons qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur. Il y a les organisations syndicales, il y a des organisations de la société civile, il y a les parents d'élèves, il y a les élèves, il y a les étudiants. Vous voyez, à un certain moment même, ce sont les élèves et les étudiants qui sont au devant de la scène pour dire nous voulons étudier. Donc aujourd'hui, on ne peut pas discuter des problèmes de l'école et ignorer les élèves et les étudiants. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut organiser une large concertation de l'ensemble des acteurs pour discuter de ces problèmes. Cette année encore, avec cette crise qui a secoué tous les ordres d'enseignement, la coalition a pris son bâton de pèlerin pour parvenir à des consensus acceptables pour au moins la pacification de l'école sénégalaise et de l'université pour l'année en cours. Tellement ils sont d'une motivation pour que l'école réussisse, ils ont mis en avant les intérêts supérieurs des étudiants et des élèves. Ça, c'est ce que nous avons constaté. En tant qu'acteurs et médiateurs, ils nous ont donné toutes les informations. C'est pourquoi nous avons ici toutes les plateformes revendicatives de ces organisations syndicales-là, pour pouvoir savoir où se trouve le problème. Les différentes rencontres menées par la Coalition nationale éducation pour tous, qui a pu rencontrer les organisations et cadres syndicaux en grève, a permis d'apprécier les différentes plateformes revendicatives des syndicats, mais aussi de s'informer sur les propositions faites par le gouvernement. Ainsi, dans les différentes rencontres, la Coalition nationale éducation pour tous a demandé aux syndicats de suspendre leur mot d'ordre compte tenu de la situation actuelle du pays marquée par un contexte électoral. Qui succédera Malam Bekay Sagna à la tête de la Guinée-Bissau? Réponse dans quelques jours puisque le pays vote demain dimanche un scrutin sous haute surveillance de l'ONU. Cette élection est un véritable tournant pour la Guinée-Bissau, empêtrée dans un long cycle de violence et d'instabilité politique. Je vous propose justement d'en apprendre un peu plus sur les enjeux et les forces en présence à cette présidentielle à laquelle prennent part 9 candidats. L'ambiance était à la fête vendredi dans les rues de Bissau en ce dernier jour de campagne. Une campagne électorale qui s'est déroulée dans le calme, une bonne nouvelle dans ce pays plutôt habitué aux violences politiques. 579 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en Guinée-Bissau pour désigner un successeur au président Malam Bekay Sagna, décédé en janvier. 9 candidats sont en lice et tous espèrent bien obtenir le poste. Nous soutenons Manuel Serifo, je suis sûr qu'il va l'emporter dès le premier tour, ça ne fait aucun doute. Nous voulons que Carlos Gomez l'emporte dès le premier tour. On ne veut pas de deuxième tour. Si jamais il y en a un, nous y participerons. Mais je suis sûr qu'il n'y en aura pas. Carlos Gomez, l'ancien Premier ministre du président Sagna, est donné favori. Il promet de faire de la lutte contre le trafic de drogue sa priorité. Une lutte menée depuis plusieurs années mais sans grand succès pour l'instant. Gangrénée par les narcotrafiquants, la Guinée-Bissau est devenue une plaque tournante de la drogue venue d'Amérique latine à destination de l'Europe. 180 observateurs étrangers vont superviser le scrutin de dimanche qui sera surveillé par 4400 policiers et militaires. Les dirigeants du Sud-Soudan savaient que les premières années de l'indépendance de leur pays seraient dures et ils avaient vu juste. Le nouvel État fait en effet face à une grave crise humanitaire depuis plusieurs semaines. Le pays est le théâtre de violents combats entre l'armée et les rebelles. Résultat, plus de 80 000 personnes souffrent aujourd'hui de famine. Quand ils en parlent, toutes et tous expliquent qu'ils ont fui les combats et les bombardements dans l'état du Nil bleu, leur région d'origine au Soudan. Aujourd'hui menacés par la soif et la faim, ils sont plus de 80 000 à être réfugiés au Sud-Soudan. Dans ce camp, nous ne sommes pas bien.
La situation est dure avec le manque d'eau. Il y a aussi un problème de nourriture. Comme toutes celles et tous ceux qui sont dans ce camp, Nora et son bébé dépendent entièrement de l'aide humanitaire pour leur survie. Ils sont aujourd'hui en sécurité au Sud-Soudan, mais chaque jour de plus en plus nombreux dans une zone très difficile d'accès. C'est aujourd'hui l'organisation Médecins sans frontières qui tire la sonnette d'alarme sur la situation de plus en plus critique dans cette région. Ils sont arrivés à la fin du mois de novembre et jusqu'à présent, nous, MSF, en tant qu'organisation médicale, nous essayons de creuser des trous pour leur donner de l'eau. Ils n'en trouvent nulle part. Nous avons été dans une situation d'urgence, mais c'est toujours pareil 3 mois après. Chaque jour, les réfugiés reçoivent 8 litres d'eau au lieu des 15 à 20 litres recommandés par les normes médicales. Les efforts de MSF n'y suffisent plus à quelques semaines de la saison des pluies qui risque de transformer le camp en un immense marécage. Retour au Sénégal et surtout retour sur la journée mondiale de la femme dont la célébration se poursuit de diverses manières comme avec cette table ronde. Elle était organisée par la cellule genre de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Son thème, le regard d'un homme, d'un époux sur l'art culinaire. Psychologues, pédagogues et nutritionnistes ont réfléchi sur tous les aspects de l'existence culinaire du couple d'hier et d'aujourd'hui. Philomène Constance Gagne. C'est en ces termes que répondent beaucoup d'hommes quand on leur demande leur avis sur une femme ne sachant pas cuisiner. Moi je crois que prendre une femme d'une manière pas cuisiner, c'est un peu ridicule quoi. Parce que je ne peux pas être là à être servi par une bonne, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il va de soi, avant de prendre une femme, il faut au préalable le minimum qu'elle s'est préparée au moins pour son mari quoi. Un secret que je dois donner à nous ceux qui n'ont pas encore marié, c'est de savoir choisir une femme qui sait cuisiner. Parce qu'une femme, pour qu'elle puisse retenir son mari, elle doit savoir cuisiner, bien cuisiner. Célibataires ou mariés, leur souhait est d'être avec une compagne, cordon bleu, ou qui maîtrise tant soit peu l'art culinaire. Pour ce faire, les hommes doivent y mettre les moyens. Actuellement, les hommes ne sont pas à peindre. Si tu vois que ta femme savent cuisiner, donc il faut donner les moyens de lui donner les moyens de préparer un bon repas. La cellule genre de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, FASTEF, a bien abordé ces réalités. Pour certains psychopédagogues, nutritionnistes et même romanciers, la marmite est un moyen de consolidation du couple. Le couple vit de sentiments, le couple vit d'humeur, de taquinerie, de caresses, de tout, mais surtout de bons plats. Et que les bons plats bien présentés règle beaucoup de problèmes dans la vie du couple. Et je l'ai considéré comme le remède. J'ai dit que la marmite est le remède dans le foyer. La réflexion sur l'art culinaire va au-delà. La cuisine traditionnelle est comparée à celle moderne, la première correspondant à l'ère d'abondance et la seconde à celle des vaches maigres. Dans le Sénégal d'hier, et dans le Sénégal d'aujourd'hui, la femme montrait toute son expertise, bes, soq, wol, fof, lay, mogne, taille, et quoi d'autre, taille lalo, ensuite maintenant sif, tegndawal et tout ça. Et la manière de le faire, de poser le bol ou la calebasse qui regroupe les éléments essentiels de la famille, bon, était un moment également pour donner des leçons de morale, des leçons de comportement. La cuisine prépare déjà à l'appétit alimentaire, mais également aussi certainement à l'appétit sexuel.
Une invite à la femme mariée ou célibataire à plus faire de l'art culinaire une priorité et une arme dans son foyer, une manière de préserver les liens familiaux et conjugaux. Et oui, madame, le chemin qui mène au cœur d'un homme passe par son estomac, dit-on. Mais quant à vous, messieurs, n'oubliez pas que la cuisine n'est pas un endroit uniquement réservé aux femmes. Tout à fait autre chose, améliorer les conditions d'études et d'existence des pupilles de la nation. C'est l'objectif du programme de prise en charge des orphelins et enfants de familles à faible revenu. Une enveloppe de 40 000 francs a ainsi été allouée à chacun des 200 enfants choisis dans un premier temps. La cérémonie a eu lieu à Pikine et c'est une initiative de l'Office des pupilles de la nation, Fatou Diouf. Pour cette première phase, 273 pupilles de la nation ont reçu une enveloppe de 48 000 francs CFA. Une contribution de l'État du Sénégal pour une meilleure prise en charge de ces orphelins qui pour la plupart ont perdu leurs parents dans le naufrage du bateau le Joola. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. C'est une très bonne action. D'ailleurs, avec la vie trop chère, ces gens-là, je ne peux que les remercier parce que je suis dans une école privée et là, le coût du paiement mensuel, c'est très cher. Donc ça va vraiment m'aider. C'est une prise en charge pour l'alimentation, l'habillement, les frais médicaux et ensuite les frais scolaires. Ce que nous attendons de l'État, c'est surtout la prise en charge au niveau des écoles. Parce que la plupart, moi j'ai recensé presque tout Dakar, mais la plupart des enfants sont dans les écoles privées. Malheureusement, alors le décret d'application ne prend pas en charge les écoles privées. C'est un point de revendication que nous réitérons. Orphelins et enfants issus de familles démunies recevront une allocation mensuelle de 20 000 francs CFA. L'objectif est d'assurer un avenir prometteur aux tout petits. Aujourd'hui, nous sommes venus à Pikine. Il y a un calendrier qui est préparé et qui va pouvoir être mis en œuvre dès la semaine prochaine à l'échelle nationale pour permettre à tous les pupilles de la nation de recevoir leur allocation des mois de janvier et février. Le programme démarre par Dakar, mais il sera élargi à toutes les régions du Sénégal, ce à partir du mois d'avril. Le Magal de Porokhane, ce sera le 22 mars. Le comité d'organisation est déjà engagé dans les préparatifs depuis plusieurs semaines. Hier, ses membres ont rencontré les représentants de l'État pour un CRD dans la cité religieuse. Ces derniers ont annoncé, entre autres mesures, pour la bonne tenue de l'événement, le déploiement d'une trentaine de camions-citernes, le rôle distribuer de l'eau potable durant le Magal. Alioune Badara Kane. C'est une véritable course contre la montre. À Porokhane, le rythme des préparatifs s'accélère à moins d'une semaine du Magal. Les sites d'hébergement sont sur le point d'être livrés. Le mausolée de Sokhna Diarra Bousso, la mère de Khadimoul Rassoul, fait peau neuve. C'est l'un des sites sacrés qui accueille le plus de monde lors du Magal. L'État, lui, entend mettre le paquet pour le bien-être des pèlerins. Cette année, l'accent sera mis sur le volet hydraulique. L'année dernière, on nous a dit que la difficulté, c'est qu'on attendait que le troisième forage marche, il ne marchait pas. Cette fois-ci, l'entrepreneur est là, il va arriver dès demain pour mettre en service le troisième forage. Mais j'avais dit qu'il faut qu'on se mette dans la position pessimiste où même le troisième forage mis en service poserait des difficultés. Donc il faut faire abstraction de ce troisième forage qui, s'il marchait, deviendrait une bonne surprise pour tout le monde. Donc il faut partir des deux forages qui existent et d'une batterie donc d'autres matériels. Donc l'année dernière, nous avons reçu 5 camions-citernes, c'est ce que le marabout avait regretté. Cette fois-ci, nous allons recevoir 30 camions-citernes. C'est déjà un gros nombre important. Mais nous avons les bassins qui sont déjà nettoyés, ça fait plus de 400 bassins et entretenus. Mais nous avons aussi 30 citernes gonflables. Ces engagements rassurent le comité d'organisation présidé par Serigne Bassirou Mbacké Porokhane. Chef de service bu fa nekk wane nga sa yéene. Nous sommes rassurés par le bel état d'esprit affiché par les différents chefs de service sous la houlette du gouverneur Amadou Sy. Cette bonne collaboration entre l'État,
le comité d'organisation est extrêmement importante. Serigne Mountakha Mbacké, le calife de Serigne Bassirou Mbacké ibn Khadim Rassoul, s'est également félicité de cette disponibilité des services de l'État. Le saint homme a prié pour un bon déroulement du Magal. Du sport pour boucler cette édition avec de la lutte. La saison est fortement perturbée par l'élection présidentielle de cette année. La preuve, tous les combats prévus en ce mois de mars ont été reportés jusqu'après le second tour. Les promoteurs sont là, annoncent donc pour le moment des changements. Excusez-moi, je vais y arriver. Pour les promoteurs, ce sont donc là des changements qui annoncent un gros manque à gagner. Maodo Malik Tiandoum. 2 mois sans combat d'envergure, la politique a plombé les ailes de la reine. Le deuxième tour du scrutin présidentiel a empiré la situation. Toutes les affiches prévues pour le mois de mars sont reportées sine die à des dates ultérieures. Campagne électorale et scrutin du 25 mars oblige. Ainsi donc, Luc Nicolaï a reporté le démarrage de sa saison de lutte, initialement prévu le 24 mars à Thiès avec le choc Pakala Forza, le championnat de lutte dénommé Cliff et le face-à-face Yekini Balagaï 2 est reporté au 4 avril. Annoncé à grande pompe pour le 25 mars, le combat doublesse numéro 2 Boignan numéro 2, organisé par Aziz Ndiaye, est renvoyé au lundi 9 avril en semi-nocturne. Kanji Production n'a pas été épargné. Le combat Ouzassou Amadem qu'il avait calé pour le 18 mars est finalement reporté au 1er mai. Pour cause de vote paramilitaire, ce week-end, le combat devant opposer Tchad à Narousogas est prévu ce vendredi en semi-nocturne. C'est dire donc que le calendrier de la lutte a été chamboulé par les élections présidentielles. Conséquence, certains combats se tiendront à la même date. C'est le cas pour le 4 avril. Luc Nicolaï organisera à Thiès, tandis que Gaston Beng sera à Dakar. Aziz Ndiaye, lui, se rabat sur un jour ouvrable, lundi, et en semi-nocturne. Cette situation porte préjudice aux promoteurs, aux lutteurs, aux amateurs, bref, à toutes les composantes de la lutte. Le manque à gagner et les préjudices sont énormes. Les choses peuvent cependant se corser s'il y a des troubles post-électoraux. La reine retient son souffle et prie pour des élections apaisées afin que la lutte reprenne ses droits. Et puis la RTS sera toujours fidèle au poste pour vous faire vivre ces grands moments de lutte. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, mais restez avec nous, l'info se poursuit sur la RTS. Tout de suite retrouvez Abi Bombay pour la version Wolof des nouvelles. Je vous retrouve demain.